Merci beaucoup de bien vouloir vous réinstaller. Bah, c'est fait, c'est super. Merci à vous. Donc nous allons, sans plus attendre, poursuivre cette séquence, cette grande table ronde avec la séquence «L'idée à déconstruire», selon laquelle les CLS ne contribuent pas à l'installation des médecins sur le territoire. Donc il y a cette table ronde-là. Ensuite, nous avons les usagers ne sont pas associés au CLS, CLSM, PTSM. Et nous terminerons ces trois séquences par nous ne sommes pas outillés pour piloter notre CLS. Et ces trois séquences vont être animées par Monsieur Olivier Serre, directeur de cabinet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et je peux présenter, si vous voulez, rapidement, oui. Madame Nadège Lozana, qui est adjointe au maire d'Agen. Merci beaucoup d'être là. Monsieur Anthony Pontico, directeur adjoint de la CPAM de la Haute-Vienne. Merci également. Et Rida Chafi, que vous connaissez également. Et merci aussi pour la DOS, Direction de l'offre de soins ARS. Je vous laisse la parole. Isabelle nous laisse la parole. Merci à elle. Non, juste vous dire, moi, je suis directeur de cabinet, je suis franchement enchanté et ravi d'être là parmi vous. Plus de 320 personnes quand même qui sont là aujourd'hui pour parler de ce bel outil qu'est le CLS. Est-ce que le CLS contribue ou pas à l'installation des médecins sur les territoires? Ce qu'on constate, c'est au travers des échanges et des interactions, il y a des outils qui peuvent aider, à la seule condition qu'on prenne l'initiative. Donc j'ai fait dire tout à l'heure à Isabelle que oui, les ARS étaient là pour ça, pour faire le premier pas, notamment les collègues des délégations départementales. J'en parle avec fierté et grande satisfaction parce qu'ils constituent, avec les collègues des directions métiers, celles et ceux qui savent répondre aux questions qu'on nous pose, et notamment en partenariat avec, certes, les élus, mais également d'autres partenaires, dont l'assurance maladie et la MSA. Mais je pense utile qu'on vous laisse la parole, c'est ce qu'on m'a demandé. Bien, merci. Merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les CLS ne contribuent pas à l'installation des médecins sur le territoire. Eh bien, c'est un petit peu la musique que j'entends quasi quotidiennement de la part de 44 maires, puisque aujourd'hui, non seulement je suis adjointe au maire d'Agen, mais j'ai aussi la responsabilité des politiques de santé à l'agglomération d'Agen. Et notre structure d'agglomération, entre le début de ma mise en visibilité sur ce sujet au niveau de l'agglo et aujourd'hui, a fortement évolué. En 2008, on était 7 communes. Aujourd'hui, on est 44 communes. On fait un tiers du département du Lot-et-Garonne, avec une hétérogénéité des communes très importante, puisque la ville-centre du Lot-et-Garonne, c'est Agen, mais la première couronne est urbaine, ensuite un tissu périurbain, puis après un tissu rural, très... Voilà. J'aime à dire qu'on est la ville, quand je parle d'Agen, on est la ville du milieu. Ça fait peut-être référence à certains, mais on est vraiment à quasi équidistance entre Toulouse et Bordeaux. Et on est le bout du bout de la Nouvelle-Aquitaine. Certains revendiquent dans le nord, mais nous, à l'est. Donc c'est pour dire qu'on a tout un lamento, si besoin en était, pour dire que, regardez-nous, on est là. Et, donc, j'ai eu d'autres fonctions dans des délégations, et particulièrement à la culture au niveau de la ville, et au tourisme au niveau de l'agglomération. Et donc, la méthodologie des outils, on l'appréhende bien, mais on est aussi avec quelques reculs. Et quand les CLS sont arrivés en 2014, pour ce qui concerne notre territoire, je dois dire que c'était avec un petit regard sceptique. Puis après, une fois qu'on a mis les doigts dans le pot de confiture, comme j'ai dit à mon président, on va y mettre la main et on va y mettre le bras, et on y est aujourd'hui le corps entier. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on ne peut pas sur lequel on ne peut pas prendre de distance. Un maire a une politique à la compétence générale. L'agglo s'est investi fortement dans la maîtrise d'ouvrage de maisons de santé, d'accompagnement de centres de santé. Et puis le Covid est arrivé.
Donc ça c'est 2017-2019, le Covid arrive et on a même créé au centre des congrès d'Agen un centre de vaccination et de dépistage avec une maîtrise complète de l'agglo. On est devenu établissement de santé. Quand je dis ça à mes collègues, ils m'ont regardé avec... voilà, on a eu l'ARS qui nous a fortement accompagnés. Et aujourd'hui, on est dans des strates différentes. C'est plus mon médecin, ma commune, et qu'est-ce que tu fais? Mais quand même, qu'est-ce que tu fais? C'est une vision territoriale d'aménagement du territoire par des équipements de santé qui font référence sur des pôles d'attractivité, des pôles de centralité. Aurélie Guyou, qui est notre directrice d'ARS, vient de vivre un bureau de 5 heures, un bureau d'agglo, pour vraiment faire de la politique macro-santé pour que tout le monde ait le même niveau d'acculturation, pour entendre que oui, ça dépasse largement la strate de la commune, que c'est une nécessité que tout le monde s'en empare, mais que c'est un tissu pluriel, partenarial, très important qui agit au quotidien pour la santé et pas seulement le médecin. C'est ça qu'on porte vraiment, ce projet de coordination, cette acculturation à dire que oui, une infirmière alzalée, une IPA, un pharmacien, une infirmière, des structures hospitalières sont au service d'un territoire et comment ils travaillent ensemble. Donc effectivement, ce n'est pas à la minute même un médecin, mais en tout cas, si on ne travaille pas comme ça, on n'aura pas de médecins qui viendront. Justement, en écho à ce que vous dites, et notamment au regard de l'investissement qui est le vôtre, sur cet outil de contrat local de santé, on peut s'interroger sur le fait qu'à partir du moment où, enfin je vais être un peu dans la caricature, ça ne m'arrive jamais, mais à partir du moment où un maire et un directeur d'ARS s'entendent, quelle place peut-on donner à l'assurance maladie, Monsieur Pontico? Il n'y en a plus. Non. Merci de m'avoir invité sur cette table. Non, je m'excuse par avance. Je vais peut-être être répétitif sur des éléments qui ont été donnés sur les tables d'avant. Je suis un fervent défenseur des contrats locaux de santé, mais je l'étais déjà avant même d'intégrer l'assurance maladie. Je pense que c'est le meilleur outil de partenariat qu'on n'utilise peut-être pas forcément partout correctement et à fond, mais en tout cas, je pense que c'est l'outil qui permet de déployer toutes les politiques de santé, quelles qu'elles soient, tant qu'elles touchent à un déterminant de la santé, au sens où on l'entendait quand on a déployé les premières générations de contrats locaux de santé. Donc la place de l'assurance maladie, elle est toute faite, puisqu'il y a un panel d'actions et de politiques de santé qui sont déployées en partenariat, entre autres, pour certaines d'entre elles avec l'Agence régionale de santé. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté, que ce soit en termes d'accès aux soins, notamment sur la thématique de notre table ronde, qui est l'installation des professionnels de santé. Je pense que c'est un des exercices les plus compliqués. Et du coup, ça l'est forcément pour les contrats locaux de santé. Et si ça a des difficultés à voir le jour, c'est pas la faute des contrats locaux de santé, c'est parce que l'exercice est compliqué de travailler sur l'amélioration de l'installation des professionnels de santé sur les territoires. Ce que j'y vois en intérêt sur les CLS, c'est que c'est l'ensemble des actions portées par les contrats qui, par leur envergure et l'embarquement des professionnels de santé, rend le territoire attractif et fait que la thématique d'installation des professionnels de santé est meilleure et facilitée. Déployer des actions de prévention qui font la part belle à l'activité des médecins déjà installés, des sages-femmes. J'ai en tête des actions de prévention sur la santé de la femme dans des quartiers politiques de la ville, par exemple, sur certains CLS de notre département, qui sont des actions qui concourent à améliorer la visibilité du territoire et donc à l'installation possible de professionnels de santé. Mais il y en a plein d'autres, sur d'autres thématiques. Voilà, je ne conteste en aucune manière la qualité du binôme que peut constituer celui ou celle de l'ARS, de l'assurance maladie, et ce, en écho à la sollicitation et ou aux propositions faites par les élus. Mais peut-être qu'Atika va pouvoir témoigner des conditions dans lesquelles on sait se saisir du contrat local de santé, de cette dynamique territoriale, pour faire qu'au plus près des territoires, des besoins, dans le cadre de la confrontation utile qu'elle a évoquée tout à l'heure et que j'ai trouvé particulièrement pertinente, on est capable, nous, en ARS, avec l'assurance maladie, mais avec toutes les bonnes volontés, d'apporter non pas des clés, des réponses toutes faites, mais des solutions intelligentes qui appellent pour le coup de l'interaction et de la discussion parfois
franche, mais nécessaire. Quelle était la question? Non, je plaisante. C'était long. Mais c'était bien. Alors, non, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Il y avait une question? Non, il n'y avait pas de question, c'est bien ce qui me semblait. Alors, juste, peut-être simplement se dire... donc Atikari Dachafi toujours, hein. Ça n'a pas changé depuis la précédente table ronde. Non, peut-être pour résumer un peu l'idée, force de mon propos, c'est que les CLS, c'est donc une coopération avec plusieurs institutions qui chacun réalise très bien les missions qui lui incombent. Et peut-être que c'était ça un peu la complexité de la première génération de CLS, c'était de réussir à convaincre de la pertinence de se mettre autour d'une table de discussion, de dialogue, parce que finalement, chacun aussi avait l'impression de se dessaisir d'une compétence qui lui appartenait. Alors que le CLS ne constitue pas, ne matérialise pas une dépossession d'une compétence particulière, mais une mise en synergie de compétences diversifiées dont on a besoin et qu'il faut aligner et qu'il faut mettre en cohérence, parce qu'on se rend bien compte que si ces stratégies se dispersent, le résultat, au bout du bout, il n'est pas là, en fait. Et le résultat, pour en revenir au thème de la table ronde, qui est de favoriser l'exercice médical, en tout cas de favoriser l'attractivité ou de créer les conditions de l'attractivité d'un territoire, on a chacun un bout de cette compétence qui permet d'assurer cette attractivité du territoire. Un exemple très concret, c'est vrai que le CLS, en tant que tel, ne produit pas du temps médical. Ça, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais donc c'est pas la peine de vendre du rêve. Le CLS ne produit pas ce temps médical. Mais le CLS, de par les partenariats qui sont autour de cette table, crée les conditions permettant d'attirer des professions de santé. Alors on parle des médecins ici, mais je vais élargir le propos à l'ensemble des professions de santé, parce que qui de la crèche, on l'évoquait cette semaine ensemble, du logement, la question a été évoquée tout à l'heure, des conditions du lieu d'exercice, donc toutes ces stratégies-là, chacun y contribue à son niveau. Et juste, je vais prendre un exemple encore plus concret, parce que c'est quand même un défi. C'est la préparation de la 4e année de médecine générale et l'arrivée dans nos territoires de 340 docteurs juniors qui ne sont pas des internes comme les autres, donc qui auront besoin d'avoir des lieux d'exercice sur lesquels ils vont projeter possiblement un exercice une fois complètement terminé leur cursus de docteur junior. Donc cet enjeu-là implique véritablement de réfléchir à comment on accueille ces professionnels sur le plan vraiment de l'exercice, mais aussi sur le plan des conditions de vie. Donc ça, c'est vraiment une illustration, je trouve, qui justifie, qui donne toute sa pertinence à l'outil CLS au travers de tous ces partenaires qui sont engagés. Alors, si vous le permettez, vous avez pleinement raison. Et depuis 10 ans, au niveau du contrat local de santé de la ville d'Agen, c'est vraiment le premier sujet, c'est l'attractivité. Le premier sujet, c'est l'attractivité et c'est effectivement de balayer tous les sujets les uns après les autres. Une des premières surprises, donc très rapidement, quand on met en place cette délégation avec derrière des élus qui acceptent de créer un service santé à l'agglo d'Agen, c'est d'accueillir nos internes et de créer une relation plus rapprochée au-delà du conseil de surveillance sur lequel notre président est, c'est d'accueillir les internes à la mairie d'Agen, de les accueillir comme les nouveaux habitants d'Agen pour 6 mois, de réitérer cet événement tous les 6 mois, de les accueillir avec un passeport d'Agenais, avec des actions culturelles, du théâtre, du cinéma, accès au sport. C'est difficile quand on vient pour 6 mois d'avoir une activité de licence qu'on va prendre pour 1 an alors qu'on n'a pas forcément des revenus. C'est vraiment de travailler du sur-mesure là-dessus. Et puis, à ce moment-là, l'hôpital nous invite à l'inauguration de l'internat. Il y avait 35 internes en moyenne sur la ville d'Agen, enfin sur le territoire, et au sein de l'hôpital. Et le nouvel internat, c'était 20 places d'un joli bâtiment. Et je dis, mais ils sont 35 et les autres sont où ? Dans les Algeco à côté. Donc, c'est un peu surprenant.
Et c'est là qu'on a fait notre première action avec une maîtrise d'ouvrage. On va avec le bailleur social accompagner l'hôpital à créer l'internat digne, aujourd'hui qui est référencé, qui fait partie du top 3 de la Nouvelle-Aquitaine, on aime bien. Et la semaine dernière, j'accueillais 65 internes, à la fois hospitaliers, en médecine générale, enfin hôpital général et psychiatrique, et les internes avec les MSU dans la salle. On commence par là, c'est effectivement l'accueil. On ne peut pas dire « venez chez nous » et ne pas être des hôtes dans tous les sens du terme. Donc c'est vraiment le b.a.-ba. Ça va même jusqu'à continuer à avoir des relations et toutes les cohortes internes tous les 6 mois avec aujourd'hui un poulailler, puisqu'ils nous ont demandé, on a des beaux marchés de plein vent, ils ont des poules, on les accompagne sur les marchés, on va jusque-là. Et puis après, c'est sur nos MSP, effectivement, d'avoir aujourd'hui des appartements. Quand on est à La Plume, mais on est à 35 minutes d'Agen, eh bien, on a aujourd'hui des logements. Et donc, la démarche d'accueil futur d'abord des externes aussi sur notre territoire, qui font plus demain des docteurs juniors. C'est vraiment une des actions majeures qu'on aura avec d'autres collectivités qui nous accompagneront. On a cité les relations avec la région, avec le département. Voilà, tout ça, c'est vraiment ces actions pluripartenariales entre collectivités qui bénéficient à un accueil des soignants et des professionnels de santé sur le territoire. Je ne sais pas où on en est du temps, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'à partir du moment où on constate qu'une élue est capable de parler avec les mêmes acronymes qu'utilise l'ARS, on sait dire que le pari est réussi. L'autre grand merci, c'est d'une part la démonstration que vous faites, madame, sur la capacité qui est la vôtre d'aller au-delà de ce qui est attendu de la compétence d'une collectivité, comme l'a dit tout à l'heure la région, c'est-à-dire d'être capable de prendre des initiatives pour s'inscrire en écho avec ce que fait l'assurance maladie de l'ARS et d'être aussi peut-être au rendez-vous, parce que c'est pour le coup notre enjeu, notre inquiétude, mais aussi un challenge qu'on peut se donner, qui est de nature, on se le disait en aparté, le contrat local de santé est un bel outil, encore faut-il qu'il conserve l'ambition d'être utile, et pour qu'il soit utile, il ne faut pas qu'il soit exhaustif. Et qu'on ait vocation à tout embrasser, tout régler d'un seul coup. Le CLS, c'est une table ronde qui nous permet, nous autorise, qui oblige à cette table ronde qui a quand même été particulièrement utile. L'autre ambition qui est la nôtre, c'est qu'on puisse se saisir de cette table ronde pour aller au-delà de ce qui est fait de très bien sur l'accueil des internes, sur une dimension pour laquelle on est attendu en termes de résultats et de réussite, et notamment par chacun d'entre nous, où que l'on vive en Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'on peut remercier chacun des participants de cette première table ronde. Merci beaucoup. Donc nous allons accueillir maintenant monsieur Jean-Claude Aubert, qui est à la fois usager du système de santé et ex-délégué départemental de l'UNAFAM, avec Louise Guillanton, qui est chargée de mission chez France Asso Santé, pour parler, déconstruire ou en tout cas relativiser, évoquer la problématique de l'association ou de l'insuffisante association des usagers aux contrats locaux de santé, conseils locaux de santé mentale et projets territoriaux de santé mentale. Oui, il me semblait l'avoir dit. Pardon. Oui. Donc, voilà. Très bien, écoutez, pour le coup, passer les différents acronymes sur lesquels on aura vocation à échanger, et sans forcément que la méthode FALC nous aide, on se le disait aussi en aparté, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'échange en direct, au bénéfice encore et toujours de la table ronde, mais on va laisser pour le coup à l'ex-délégué départemental la parole, pour qu'il puisse nous dire dans quelle mesure est-ce que les usagers sont associés ou ne le sont pas aux initiatives que l'on prend, quel que soit le type de contrat, soit parce que vous vouliez le faire. En fait, peut-être que tu vas illustrer après. Mais on va laisser aux usagers nous dire ce qu'ils veulent nous dire et comment ils veulent le dire. Oui, juste pour dire quelle est notre participation dans ces dispositifs que sont les CLS, les contrats locaux de santé, les contrats locaux de santé mentale et le projet territorial de santé mentale. On s'en est de suite emparé, on a été non seulement
on a été proactif pour y aller, mais on a été aussi sollicité, ce qui dément le fait qu'on ne participerait pas à ces travaux. On a été impliqué dans les 4 conseils locaux de santé mentale en Gironde, celui de Bordeaux, celui du Sud Gironde autour de l'hôpital de Cadillac, celui de la Cobas autour du bassin d'Arcachon et le conseil local de santé mentale du Grand Libournais. On est également impliqué dans des contrats locaux de santé qui ont un axe santé mentale fort, hein, comme le contrat local de santé de Haute-Gironde. On a participé aux travaux, notamment dans un groupe action sur les situations complexes, qui est souvent traité dans les conseils locaux de santé mentale. Et voilà, on a participé activement à tous ces travaux. On a même été co-signataire du conseil local de santé mentale de Bordeaux, dans lequel on est resté actif. Et les usagers, alors les usagers, ce sont les patients eux-mêmes, bien sûr, ceux qui sont concernés par la souffrance psychique, et leurs aidants que nous sommes. Aujourd'hui, l'UNAFAM qui s'est ouvert aux patients eux-mêmes. C'est-à-dire que dans le conseil d'administration nationale de l'UNAFAM, il y a aujourd'hui des personnes qui vivent avec des troubles psychiques et qui sont pour nous très, très éclairants sur l'évolution de ce que peut apporter notre association dans ce sens. Et on compte encore cette année, enfin, on ne sait pas comment va tourner l'épisode politique, sur la grande cause santé mentale qui doit s'ouvrir l'année prochaine et sur laquelle on compte beaucoup, pour notamment, par exemple, essayer d'imiter un peu ce que fut cette grande cause pour le cancer. On sait qu'elle a apporté énormément le plan cancer qui s'est développé à partir de la grande cause nationale et de tout ce qu'aujourd'hui ceux qui vivent et souffrent d'un cancer ont comme accompagnement que n'a pas encore, Philippe Roca l'a souligné, la psychiatrie et la santé mentale. Cela étant, donc, il y a eu énormément d'apports par toutes ces plateformes collaboratives dans lesquelles il y a énormément d'acteurs, puisqu'on retrouve non seulement le sanitaire, le social, le médico-social, mais l'éducation nationale, les forces de l'ordre, la préfecture, les pompiers, en fait tous ceux qui peuvent, à un moment ou à un autre du parcours des personnes, avoir recours à tous ces services-là. Un des premiers apports a été justement l'interconnaissance, le fait que tous les acteurs, les usagers, les soignants, l'ARS, les élus, etc., soient ensemble, en commun. Et un des premiers souhaits, dans presque tous les conseils locaux, contrats locaux que j'ai participé, ça a été d'essayer de constituer un annuaire, c'est-à-dire se connaître, se reconnaître entre nous, savoir qui fait quoi et où. Et ça a abouti d'ailleurs à la création de la plateforme, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle RETAB, qui recense maintenant dans le sud-ouest et même au-delà, qui recense toutes les ressources en santé mentale qui sont présentes sur un territoire, qui vont des services sanitaires aux groupes d'entraide mutuelle, enfin tout ce que la santé mentale peut produire de positif pour aider les personnes. Et donc les usagers, en Gironde, ça a été relativement facilité parce qu'il y a, et ce n'est pas partout le cas en France, il y a une association de personnes qui vivent avec des troubles psychiques, c'est l'association PSYOP. Je crois qu'Emmanuelle, la présidente, est dans la salle et je la salue. Et il y a énormément de GEM, de groupes d'entraide mutuelle, qui sont d'ailleurs financés par l'ARS, qui ne sont pas des lieux de soins, qui sont des lieux d'accueil pour rompre avec l'isolement, la solitude, participer à l'animation, etc. des lieux, qui sont très porteurs. Et les membres de ces GEM, comme les membres de l'association PSYOP, ont participé activement au groupe de travail de tous ces dispositifs. Voilà. Oui, je terminais par quelques... Je souscris à ce qui a été dit par Philippe Roca sur les soucis que connaît la psychiatrie, par manque de personnel, etc. Et notamment tout ce qu'on appelle la filière d'aval, hein, c'est-à-dire la sortie de l'hôpital, l'absence de dispositifs, les très longues attentes pour quelqu'un qui veut intégrer un foyer d'accueil médicalisé, une maison d'accueil spécialisée ou un SAMSA, etc. On dépasse plusieurs années parfois.
Voilà, il faut dire aussi que les contrats locaux de santé, le PTSM ainsi que les CLSM sont aussi des organismes vivants qui ouvrent encore des groupes de travail. Notamment, je sais qu'il y en a qui est cher à l'Agence régionale de santé parce qu'il est important, c'est tout ce qui sont les hospitalisations dites inadéquates, les hospitalisations au long cours, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui souffrent, qui ont un trouble psychique et qui restent hospitalisés faute de solution. Et il y en a pas mal. Hospitalisés au long cours, c'est plus de 262 jours par an. Vous imaginez le coût économique et surtout le coût humain d'une personne qui est dans un lieu qui n'est pas adapté à sa situation, faute de solution. Dans ce qui a été construit par les CLSM, PTSM ou contrats locaux de santé, il y a eu, en Gironde, il y a tout le déploiement, par exemple, des premiers secours en santé mentale, qui a été très important, notamment à Bordeaux. Ils ont été déployés dans les quartiers de politique de la ville. Il y a également la promotion faite du 3114, qui est le numéro concernant le risque suicidaire, qui s'est développé grâce aussi aux conseils locaux de santé mentale et contrats locaux de santé. Il y a tout un tas de dispositifs qui ont, ça nuance un petit peu le propos de Philippe, que je partage totalement, mais la situation quand même avance globalement et on compte bien sûr la grande cause santé mentale. Très bien, en tout cas, un grand merci à vous. Moi, j'ai pour le coup, vous assurez en fait quelle que soit l'actualité nationale de la volonté de chacun d'entre nous, que ce soit le directeur général et ou toutes les équipes de l'ARS avec tous les partenaires, d'investir comme on a su le faire la question de la santé mentale en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on a quand même une structuration qui est faite autour de ces problématiques. Il y a des actions concrètes qui sont proposées et mises en œuvre. Ce n'est pas satisfaisant, la réponse n'est pas donnée à tous partout, on en est bien conscient. En tout cas, il n'y a aucune raison qu'on lâche et qu'on abandonne ce sujet majeur. Moi, j'avais deux questions en fait. La première, elle fait écho aux échanges que j'avais moi quand j'étais en délégation départementale avec Madame Poupard, qui était représentante des usagers, qui me faisait remarquer beaucoup d'instances tuent la concertation, c'est-à-dire qu'à force de nous inviter à des copiles, à des comités, à des instances de coordination, sachez que nous, on n'a pas forcément ni l'énergie ni le temps nécessaire. Par contre, s'il y a quelque chose que vous pourriez faire, Monsieur Serre, c'est peut-être vous assurer que l'information soit partagée de meilleure manière et pas qu'au bénéfice d'un annuaire. C'est-à-dire qu'elle considérait qu'il fallait qu'on fasse un effort supplémentaire sur une information qui vous est due et sur laquelle on est peut-être soit sur le registre d'un discours un peu trop technocratique ou emprunté, soit sur des supports sur lesquels on est encore aujourd'hui, Isabelle pourrait en témoigner, en difficulté. Et c'est là où on a quand même vocation à s'appuyer sur France Asso Santé. Merci. Oui, c'est bien moi. Vous avez bien lu effectivement l'écran. Alors, pour faire écho un peu à ce que disait Jean-Claude, c'est vrai que les contrats locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale, on travaille vraiment sur le partenariat et que les usagers doivent être associés à chaque contrat local de santé. Il faut savoir, moi j'ai plutôt parlé du point de vue association de patients, association de personnes en situation de handicap, que les associations proposent de nombreuses ressources, parce qu'on parle, lorsqu'on parle de contrats locaux de santé, de mettre en commun ces ressources, et à ce titre, elles doivent être associées au même titre que les professionnels ou que les partenaires institutionnels. Par exemple, on peut penser pour des campagnes de prévention et de promotion de la santé dans le cadre des campagnes de dépistage organisées, bien entendu, on peut avoir la Ligue qui propose des supports d'information. Sur l'insuffisance rénale France Rein, je ne peux pas toutes les citer, il y en a vraiment une myriade. Et ce qui peut permettre également d'aller, ce qui n'est pas forcément le cas des professionnels, c'est peut-être plus compliqué de se déplacer, mais d'aller vers les populations les plus vulnérables, par exemple dans des épiceries sociales et solidaires. Les bénévoles associatifs ont cette mobilité. Et les associations proposent également justement des supports sur l'accès aux droits, qui sont très importantes avec des assistantes sociales, et des lieux ressources, des cafés des aidants. Donc toutes ces ressources doivent être aussi mises en valeur dans le cadre des contrats locaux de santé. Et je me permets juste de réagir par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Serre, et également par rapport aux propos de Monsieur Roca. C'est vrai que les CLS sont l'échelon idéal pour mettre en place une démocratie sanitaire,
Néanmoins, il faut veiller à ce que ces démarches de démocratie participative ne soient pas forcément parfois dévoyées, parce que c'est vrai que souvent on a cette démultiplication d'instances, et parfois la démocratie sanitaire en fait est utilisée un peu comme alibi pour valider des décisions qui ont déjà été prises. Et ça, c'est vrai que ça abîme le lien démocratique, et les bénévoles associatifs sont souvent partout, très sollicités pour ces nombreuses instances. Dans le cadre de leurs associations, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de bénévoles. Et donc, c'est vrai que dès lors qu'il y a ces travaux participatifs, il convient vraiment d'être clair il faut être clair dans les règles du jeu, mais pour chacun des partenaires, de dire voilà, ce sur quoi on a une marge de manœuvre, ce qui est déjà décidé, et de faire en sorte que la démocratie participative et la démocratie sanitaire aient toute sa dimension et ne soient pas parfois juste des chambres d'enregistrement. Donc je pense qu'il y a aussi ce point de vigilance à avoir pour justement créer ce lien de confiance avec tous les acteurs et avec les associations. Oui, d'ailleurs, le Tour de France des projets territoriaux de santé mentale vient de rendre ses conclusions, et parmi ces conclusions, il y a justement éviter les doublons, éviter la participation multiple, parce qu'il n'y a pas que les contrats locaux de santé, il y a aussi les communautés 360, les DAC, enfin il y a tout un réseau pour lesquels on est très sollicité, et on a du mal à répondre à toutes les demandes. Très bien, grand merci à vous. Je ne sais pas, Isabelle, si on est dans les temps ou pas. Vous tenez parfaitement les timings avec... vous réussissez le challenge de tenir le timing tout en ayant des propos très denses et avec beaucoup de contenu, comme dans toutes les tables rondes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Aubert, Louise, Guillanton. On va vous proposer de rejoindre Monsieur Pontico et Madame Lozana pour rester sur la scène le temps de... Voilà, pour ensuite... avoir l'échange avec l'ensemble du public. Et nous accueillons donc Monsieur Philippe Brett, maire d'Eugénie-les-Bains, président de la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour, parmi d'autres titres. Je vous laisserai compléter si vous le souhaitez, merci. Ainsi que Madame Claire Matas, qui est coordinatrice du CLS de Limoges, et Dominique Bourgois pour la DPS. Sur l'idée à déconstruire selon laquelle les élus, enfin nous, le collectif, ne sommes pas outillés pour piloter notre CLS. Non, on va attendre que M. Jallerand daigne s'asseoir. Pardon. Juste avant la séquence, j'ai demandé à Éric Jallerand, qui est directeur de la délégation départementale de l'ARS des Landes, de bien vouloir contribuer aussi à cette table ronde pour nous donner son apport en tant que directeur de DD. Et voilà, le voici. Et on le remercie d'ailleurs, parce que je pense qu'en écho avec tout ce qui a été dit, ce qu'on peut se dire, c'est que la journée, j'espère qu'elle en fera le bilan, qualitatif notamment, c'est que les outils sont toujours questionnés, interrogés, on le voit même en interne. On passe parfois un temps certain à réfléchir collectivement sur quelle boîte à outils, quel outil peut-on proposer, quelle réponse on peut apporter. Est-ce que la réponse qui est apportée par la délégation départementale correspond à ce qui est attendu du niveau régional? Dans quelle mesure est-ce qu'on n'engage pas une concertation avec les élus locaux, avec les usagers, comme cela a été dit, de manière caricaturale, autour d'une concertation qui serait factice parce que instrumentée de mauvaise manière. Et c'est aussi pour cela que la journée a été construite en 2 temps, avec des temps de parole qui vous sont dus, donc je vais vous laisser parler, et ces espaces ressources dont Isabelle vous parlera, qui ont vocation à mettre à votre disposition tout ce qui est construit et tout ce qui a vocation à être mis à la disposition de celles et ceux qui participent à cette belle table ronde que constituent les contrats locaux de santé. Donc peut-être, Monsieur le maire, on va vous donner la parole pour pouvoir témoigner en fait des conditions dans lesquelles soit les outils sont disponibles, utiles, incomplets, insatisfaisants, etc. Donc, merci d'abord de m'avoir invité. Merci Eric de m'avoir convié à cette matinée. Pour ceux qui ne connaissent pas le sud des Landes, moi je ne suis pas le ch'ti des Deux-Sèvres, mais peut-être le sudiste des Landes. Aujourd'hui, je préside une communauté de communes de 13 000 habitants. Et quand on m'a déjà parlé du CLS, et le CLS, c'est pour moi un outil de plus dans un millefeuille qui existe,
Donc j'ai eu une réflexion un petit peu différente, mais qui intègre aussi le volet de la santé. Je suis parti dans une réflexion avec différents élus d'écrire un projet global du territoire, ce que j'appelle moi vulgairement un PGT. Effectivement, dans ce PGT, on y retrouve la culture, on y retrouve l'éducation, on y retrouve la santé, on y retrouve la maison des 1000 premiers jours, donc on a aussi travaillé avec la CAF. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, on est en train de créer avec l'éducation nationale ce qu'on appelle pour les enfants en grande difficulté, et on en a de plus en plus malheureusement dans nos territoires, et qui ont quelques troubles, soit de comportement, soit d'autres handicaps, sur lesquels on a prévu dans 2 écoles de créer ce qu'on appelle une maison de repos, une maison de détente, avec une éducatrice spécialisée pour arriver là-dessus. Donc ce PGT que nous avons élaboré et signé en partenariat d'ailleurs avec la DRAC, avec l'ARS, avec les différentes instances, la MSA, etc. Lors de la signature de ce PGT, c'est là que Eric me dit on pourrait intégrer un volet CLS dans ce PGT. Alors l'idée, elle est séduisante, sauf que aujourd'hui, je suis le petit poussé, moi, dans les collectivités, par rapport à celles qui m'ont précédé, et avec quels moyens on le fait. Parce que même si je vais trouver un partenaire auprès de l'ARS, je n'en doute pas, on a déjà le reste qui est en cours. Et tout ça, on vient rajouter une couche supplémentaire avec un fonctionnement de plus. Aujourd'hui, je sais que la fragilité de mon PGT elle tient à la dynamique des élus, et je les remercie d'ailleurs, mais ils ne sont pas présents dans cette salle. Mais demain, les élus, ils sont comme partout que de passage. Et donc, il faut pérenniser les choses que nous faisons. Donc, effectivement, en 2025, nous allons essayer de travailler pour intégrer dans ce PGT, pas faire un document supplémentaire, mais intégrer un CLS dans notre projet global de territoire. Maintenant, il va falloir qu'on trouve des moyens, et c'est là qu'on va peut-être un petit peu discuter. Comme disait le grand chef étoilé qui était chez moi, Eugénie Desbernes, on va discuter pépette. Voilà. Alors, merci. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. On va demander à Éric Jalleran, justement, de venir en écho à la réponse qui est faite. 2 observations. Le seul ch'ti dans la salle, c'est potentiellement le directeur général qui devrait nous rejoindre, le vrai. Et deuxième information importante, et notamment au travers de l'enquête qui a été réalisée récemment, l'initiative du Collège des DG d'ARS sur la connaissance, l'interconnaissance des maires et des élus locaux de l'ARS. Quand un maire d'une petite commune appelle le DD par son prénom, c'est quand même bon signe. Donc la parole est à Éric. Je vous remercie, monsieur le directeur de cabinet. Donc effectivement, comme l'a dit le président Philippe Brett, on essaye effectivement de trouver, et c'est la difficulté à travers les différentes communautés de communes. On a parlé, et on échangeait d'ailleurs avec Philippe, sur les initiatives communautés d'agglomération, communautés de communes, quand on faisait un prisme, quand on le ramenait sur une communauté de communes à vocation beaucoup plus rurale. C'est de trouver à la fois le temps, les moyens, le bon prisme, et ce que tu disais tout à l'heure aussi, Olivier, c'est d'éviter d'avoir une réunion aiguë régulière, puisqu'on est dans les comités de pilotage, dans les comités de coordination, dans les comités stratégiques, et d'éviter de se retrouver sur un énième prisme. Donc l'idée, c'est de trouver ensemble l'outil le plus approprié qu'on peut intégrer avec d'autres partenaires, trouver dans les communautés de communes de la taille de celle d'Aire-sur-Adour, parce qu'en plus Philippe est très modeste, parce qu'il a juste oublié de rajouter que c'était une communauté de communes à cheval sur 2 régions. Donc, histoire de se rajouter un petit peu de plaisir, on a 10 communes, oui, et 2 ARS et 2 régions. Donc, histoire de se faire un petit plaisir, on travaille avec les voisins d'Occitanie. Donc, de trouver la bonne maille, de trouver le bon chapitrage entre les différents enjeux, Philippe rappelait ceux de l'éducation, de ceux des 1000 premiers jours, et de trouver à chaque fois le bon élément
le bon outil aussi pour faire émerger le bon diagnostic et d'avoir la bonne action derrière, et de pouvoir arriver à fédérer les acteurs. Après, on a l'avantage dans ce territoire d'avoir une CPTS, d'avoir une MSP, d'avoir d'autres en plus de l'autre côté de la frontière, donc et des logements pour les... Je disais simplement que tout à l'heure on parlait de logements pour attirer ou des remplaçants ou des stagiaires, peu importe. Nous on a créé 3 sur notre petit territoire et ils sont tous gratuits pour les utilisateurs de ces logements. C'est 100% pris en charge par la collectivité. Donc je voulais le préciser parce que on fait quand même des choses. Mais voilà, et c'est ce que tu soulignes de toute manière dans le lien avec le contrat local de santé, puisque l'attractivité fait partie des objectifs, notamment dans le cadre du premier recours et de l'accès aux soins de la population, qui est quand même un enjeu majeur dans nos territoires ruraux. Un point, et c'est par cette action, par l'interaction entre les actions des élus et de ta présidence, mais aussi l'action avec la MSP, la CPTS, cette initiative, puisqu'on a un maillage territorial entre des différents logements, qu'on soit effectivement jeunes internes, remplaçants ou à vocation à s'installer, la prestation ne sera pas la même. Et justement, à travers les outils qu'on a développés, on avance vers cette dynamique et on s'évite aussi au passage en faisant des différents chapitres à travers le projet global de territoire que tu as initié, trouver une nouvelle dynamique. Peut-être que la Haute-Vienne peut nous éclairer sur les conditions dans lesquelles les outils sont utiles, utilisables, utilisés pour arriver à faire que la table ronde vive. Tout à fait. Alors sur la Haute-Vienne, effectivement, on va utiliser des outils. Alors je vais vous parler de plusieurs outils sur cette table ronde, et surtout des outils qui restent dans le temps et qui vont permettre, comme il a été souligné, parfois de résister au passage, que ce soit des élus ou même des différents coordonnateurs, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des turnovers sur nos postes. Donc c'est important d'avoir des références sur lesquelles on peut se baser tous. Donc j'évoquerai avec vous en premier lieu le référentiel contrat local de santé ARS. Alors moi, la première fois que je suis tombée dessus, il s'agissait de celui qui était produit par l'Île-de-France. Et ma délégation départementale m'a fait confirmer qu'il existait ce référentiel à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Dans ce référentiel, vous allez retrouver, il est extrêmement complet, toutes les références, les sources, les outils, des exemples, de la méthodologie. Tout ce qui est lié au CLS se trouve à l'intérieur de ce référentiel. Et n'hésitez pas, que vous soyez directement au sein d'un pilotage de CLS ou que vous êtes intéressé par la démarche du CLS, à prendre connaissance de ce référentiel qui est très complet. Je pourrais donner d'autres exemples, mais pour respecter le temps qui m'a imparti, voilà, je ne dévoilerai pas tout. Au niveau de notre CLS, on s'est servi de ce référentiel pour illustrer mes propos, pour créer le modèle de fiche action. Donc on s'est inspiré de ce référentiel et on a pu produire une fiche action avec une nomenclature commune à tous les CLS qu'on a simplifié et adapté sur notre territoire. Également, en Haute-Vienne, et je ne parlerai que du département, puisqu'il a été décidé d'harmoniser tous nos outils à l'échelle départementale sur tous les CLS pour faciliter aussi le suivi et le pilotage de ce CLS par les différents signataires qui vont siéger dans tous les CLS, donc notamment CAF, CPM, département, mais il y en a plein d'autres. Donc nous proposons un tableau de suivi annuel Excel à tous nos signataires pour qu'ils puissent renseigner chaque année leurs indicateurs, parce qu'on sait l'importance de l'évaluation, et notamment l'évaluation et le bilan à la fin des 5 années, et le fait que ça peut être compliqué parfois d'avoir un retour sur ce qui se fait sur le territoire. Donc on propose ce tableau de suivi annuel avec un code couleur très simple, la possibilité de faire des remarques, et on dépose ce tableau de suivi sur un outil, donc une plateforme collaborative qui s'appelle Resana, qui est rattachée à la fonction publique d'État. Et grâce à cette plateforme, donc on peut déposer tout ce qui est afféré au CLS, des éléments de communication, mais tout ce qui est en lien aussi avec la gouvernance. Et on peut, même si on fait partie d'organisations différentes, travailler à distance sur des documents communs, des comptes rendus, des présentations. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on peut ouvrir en plus l'accès à Resana à des partenaires qui peuvent être à côté du CLS. Je pense notamment peut-être aux coordonnateurs CPTS. Voilà. C'est des choses, c'est des réflexions qui peuvent être faites et entendues. Et pour terminer, on a aussi choisi de travailler donc en Haute-Vienne sur un plan d'action pour présenter notre CLS de manière synthétique, pour ne pas faire peur aux non-initiés, aux néophytes, arriver avec ce contrat qui peut parfois un peu rebuter certaines personnes. On propose un plan d'action, on retrouve que la numérotation des fiches,
les axes, les enjeux, les intitulés d'action. Comme ça, on a une vue d'ensemble directe sur ce qu'est le CLS et on peut en parler sans prendre peur sur un document qui peut paraître parfois un peu massif quand on n'est pas forcément dedans et qu'on n'a pas la culture de ce CLS. Donc voilà, tous ces outils-là sont à disposition. Bien évidemment, la Haute-Vienne n'a pas le monopole des bonnes idées et si d'autres coordos veulent compléter mes propos avec des outils qu'ils utilisent et dont ils souhaitent faire part à l'Assemblée, eh bien qu'ils n'hésitent pas. Bravo. Bravo, parce que je vous laisse applaudir. Démonstration faite que passer la capacité des collègues en délégation départementale à promouvoir les contrats locaux de santé, leurs collaborateurs et dont les coordonnateurs de CLS qui sont là aujourd'hui ont de vraies belles capacités, deux échanges qui paraissent ou interventions qui paraissent utiles, notamment pour pouvoir permettre à Eric de négocier les pépettes avec Monsieur le maire. Il faut peut-être aussi réfléchir de manière assez globale, c'est-à-dire le niveau régional est quand même utile. Le directeur général est dans la salle, donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il n'y a qu'un seul ch'ti dans la salle, c'est lui. Vous lui expliquez pourquoi la référence à cette question-là. Donc bien sûr, les collègues du siège pour pouvoir avoir une vision régionale qui est utile et nécessaire pour s'assurer quand même d'une certaine équité territoriale. Et comme promis, je pense utile que les collègues du secrétaire général viennent nous dire également, en fait, dans quelle mesure est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe en région, ce qui se passe en département, a vocation à contribuer pour le coup de l'animation territoriale qui est également mise en œuvre au niveau national. Dominique ? Oui. Merci. Juste un petit mot. Merci pour vos interventions. Moi, au niveau régional, nous, on a quand même un outil financier qui s'appelle Ma démarche en santé, qui permet aux opérateurs associatifs notamment, mais pas que, de déposer leur demande de subvention. Et dans le cadre des CLS, justement, on veut faire aussi progresser l'usage, nous, de cet outil pour pouvoir logoter quelque part les actions qui sont menées dans le cadre des CLS. Et donc c'est un travail qu'on souhaite initier parce que ce serait quand même intéressant au niveau de chaque département, mais aussi au niveau régional, de pouvoir valoriser les pépettes, comme vous dites, qui sont mises aussi sur ces actions, notamment les actions de prévention. Autant, on l'a vu ce matin, tout ce qui tourne autour de l'offre de soins, de l'installation des professionnels, il y a d'autres moyens, et puis l'assurance maladie, finance aussi tout ce qui est ACI, etc., dans le cadre des CPTS. Mais en prévention, et pour finir un peu sur ce sujet, finalement, on a besoin aussi d'avoir une vue d'ensemble, et vous n'êtes pas sans savoir, et les coordonnateurs des CLS le savent, nous avons souhaité mener vraiment une politique de refondation de la prévention pour être plus percutant, toucher beaucoup plus de public et peut-être resserrer les actions pour avoir des actions à impact. Et nous, aujourd'hui, en tout cas avec mes collègues des départements, on s'y attelle pour aussi quelque part guider les financements vers des actions qui ont été démontrées comme efficaces et à impact auprès des citoyens. Donc ça, il me semble qu'autour de ces éléments, ça resserre peut-être un petit peu les actions des CLS, même si, comme vous l'avez évoqué depuis ce matin, il y a eu quand même beaucoup d'initiatives de terrain. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé, on s'engage à resserrer les actions, et vous aurez cet après-midi des ateliers qui ont été ciblés sur les sujets de prévention qu'on veut prioritairement, en tout cas, déployer en Nouvelle-Aquitaine, tout en restant ouvert à vos initiatives du comment on fait, et comment on approche les publics qu'on veut viser. Et donc cet outillage-là, qui est peut-être un peu interne et machinerie interne pour l'instant au sein de l'ARS, on l'a déjà partagé avec les coordonnateurs et on continue à le faire avec l'ensemble des partenaires. Hier, j'ai rencontré encore le délégué régional de la Dragesse sur le sport santé. Il a exactement la même posture que nous, parce qu'on se rend bien compte, et vous l'avez tous dit,
à financement un peu réduit, il faut que quelque part on arrive à calculer l'euro par habitant qu'on va consacrer à la santé. Voilà, je vous remercie. Yvan, peut-être, si tu veux intervenir, côté SGMAS. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Yvan Denion, donc je suis le représentant du secrétaire général des ministères sociaux. Je travaille au pôle ARS et précisément je suis en charge de toutes les questions autour de l'animation territoriale, les soins coordonnés, la démocratie en santé. Donc vous voyez tous ces enjeux autour de la territorialisation qui nous occupent aujourd'hui. Je voulais vous dire quelques mots d'abord pour vous dire évidemment combien j'étais ravi d'être parmi vous aujourd'hui et combien je remerciais l'ARS Nouvelle-Aquitaine de m'avoir invité pour cette manifestation. C'est toujours très intéressant pour nous de pouvoir venir participer à ces échanges de terrain. D'abord, le dire à titre personnel parce que ça fait écho aux fonctions que je pouvais occuper précédemment puisque j'ai été pendant 8 ans directeur départemental d'ARS dans 2 régions différentes puisque j'ai officié en PACA et en Normandie. De vous dire aussi que c'était intéressant aussi et enrichissant du point de vue de l'accompagnement national que porte le ministère et combien ces échanges vont pouvoir nous permettre de continuer dans cette politique d'accompagnement. Je dis accompagnement national parce que tous les échanges de ce matin en témoignent. Les acteurs de terrain savent faire, s'agissant de la mise en œuvre des RS. Et au fond, tout l'enjeu et tout notre objectif national, c'est de pouvoir les accompagner au mieux, de pouvoir partager entre les acteurs et les ARS l'ensemble des initiatives, l'ensemble des démarches qui sont conduites et aussi de pouvoir les outiller. Ce que je pouvais vous donner peut-être à voir, c'était un petit peu de cette dynamique au niveau national pour pouvoir préciser que la dynamique des CLS, elle se porte bien à la fois au niveau national, elle se porte bien évidemment aussi dans votre territoire. Et les derniers chiffres dont nous disposons montrent que on a aujourd'hui un peu plus de 620 CLS qui sont signés ou en cours de construction ou en cours de projet sur l'ensemble du territoire, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Cette dynamique, elle est soutenue parce que les acteurs se retrouvent dans ces outils, les professionnels de santé, les usagers, mais aussi les élus qui permettent dans cet outil de trouver ce point de rencontre à la fois entre les orientations portées par l'ARS et aussi les orientations qu'ils peuvent porter eux aussi. On a un peu plus de 20 000 communes aujourd'hui qui ont signé un CLS ou qui sont engagées dans ces démarches, qui est 10% de plus que l'année dernière. Donc, ce qui témoigne de l'intérêt et on souhaite que cette démarche puisse se poursuivre et on est, j'allais dire, très attentif et très intéressé par les initiatives que vous portez et par les échanges qui ont lieu aujourd'hui. Et je voulais, au nom du secrétaire général, vous remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup à tous. Alors, je vous propose que nous prenions un petit temps de
d'élargissement de la table ronde. Si vous souhaitez intervenir, témoigner, poser des questions, n'hésitez pas à jouer. Monsieur Jacotto de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Oui, merci Isabelle. Oui, moi j'avais une question par rapport au CLS. C'est la manière dont vous le faites vivre maintenant, vos CLS, parce que ce matin on a parlé qu'il faut y avoir différentes questions intéressantes pour arriver à la signature de ce CLS, ce qui est très bien. Mais nous, ce qu'on a constaté, notamment dans les premières générations, c'est qu'en fait, une fois qu'on avait signé le CLS, c'était fini. C'était le début de la fin. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est la fin du début. Puisqu'après, il faut le mettre en œuvre, le faire vivre. Et voilà, moi, ça m'aurait intéressé de savoir la manière dont vous faites vivre vos CLS ici en Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci beaucoup. On va laisser les... Je crois qu'il y a déjà des personnes qui veulent répondre. Madame Lozana. Et puis je reviens par ici. Bien. Oui, effectivement, tout à l'heure, quelqu'un a repris l'image du camp de base au bas de l'Everest. Il reste toute la montée. Effectivement, une fois qu'on a mis en musique une signature solennelle entre l'ARS et les élus et l'ensemble des membres des comités de pilotage, comment on le fait vivre? Et donc, on le fait vivre de plusieurs manières. D'abord, ce qui est important dans la construction, c'est vraiment avoir cette réunion des attendus. D'abord, toujours faire le bilan du précédent. Ça, c'est très, très important. Puis après, toujours se projeter sur la base d'un diagnostic territorial. Monsieur l'a dit, mon collègue du Sud des Landes l'a dit, c'est vraiment toujours partir de notre structure propre, de notre attendu. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était parti sur un premier où il y avait 7 communes, on est aujourd'hui à 44 communes, on est à plus d'un tiers du département couvert. Des événements sont arrivés, il y a eu le Covid qui nous ont tous fortement marqués, qui marquent pour beaucoup un avant et après sur les territoires, dans la dynamique partenariale, dans le faire ensemble, dans aussi le tour de table du ARS certes, mais aussi préfet. Donc une attention de l'État, de la région, du département et de nos collectivités qui sont différentes. Et puis, l'attention qu'on porte aux autres signataires. Donc, on a élargi, nous aussi, structurellement, les tours de table des signataires. Et puis après, on fait des groupes de travail qui sont animés quasi au quotidien. On a mis en place des newsletters pour avoir un fil toujours pour faire suivre l'actualité. On a un CLSM qui est aussi un pouls, un thermomètre du territoire du quotidien avec une cellule des cas complexes qui se réunit tous les mois. Donc on a beaucoup d'outils. On fait des after-work, on fait des réunions conviviales, on reçoit les internes, on va au rugby. Parce que tout ça, c'est aussi notre territoire et la richesse qui fait c'est pas de la troisième mi-temps, mais plutôt du lien, de la construction de ce lien au quotidien avec l'ensemble des partenaires, des associations, des institutions, des structures qui se projettent. Je pense à la mission, à France Travail, mais aussi à la mission locale, à toutes ces structures, puis nos structures hospitalières. Donc, on a beaucoup de convergences et on a des tableaux de bord de suivi, effectivement, qui sont partagés. Et ça permet de toujours se projeter pour l'étape d'après. Et puis surtout de dire, là, on n'y est pas arrivé. Et de dire, finalement, ça, on va le laisser de côté. C'est d'être réaliste dans la possibilité. Moi, j'ai en mémoire la signature du contrat local de santé de l'agglo en décembre 2019 avec l'arrivée de Joris Jonon. Et au mois de mars, on était tous en réunion quotidienne à la préfecture pour vivre la tempête que nous avons tous vécue. Donc ça nous ramène à l'humilité, à dire que ce qu'on avait mis en exergue 6 mois avant n'est plus vrai après. Et ça change toutes les données. C'est d'être réaliste et ajustable, agile, pour être juste un peu au quotidien. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet.
connu et reconnu pour son agilité. Non, plus sérieusement, on se l'est dit, on en a discuté avec les collègues en aparté, on se l'est dit aussi en interne à l'ARS, et ça a été dit, Attica l'a dit, il y avait les contrats locaux de santé dits de première génération, les contrats locaux de santé dits de deuxième génération. Vous avez raison, madame, je pense que la crise Covid, elle a changé des tas de choses, tout changé, notamment dans les relations qui sont les nôtres, avec le territoire en toute proximité, sans forcément s'obliger à trop de barrières institutionnelles inutiles. Mais pour autant, on a une vraie réflexion qui est menée, je dirais, de manière itérative, et c'est en cela que Dominique Bourgois est intervenu tout à l'heure, sur le rôle que la région peut avoir, le rôle que le niveau national doit avoir, c'est de nous obliger à réfléchir à doit-on rester sur des contrats locaux exhaustifs ? Doit-on rester sur des contrats locaux qui nous obligent à embrasser toutes les problématiques? Est-ce qu'on ne peut pas se dire un jour, et je pense que le DG qui est arrivé saura le dire mieux que moi, s'autoriser un jour à dire on va se limiter peut-être à ce qui nous paraît être la problématique essentielle, à ce qui nous paraît être l'action concrète, vous avez parlé de fiche action qui est nécessaire à faire que sur le territoire on réponde à des besoins en proximité. Et c'est peut-être cette nouvelle ambition qu'on doit se donner. Alors je vais faire un peu de teasing provoquant, mais peut-être que Didier Jacotto nous apportera la solution cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Oui. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Moi, je m'appelle Caroline Cervera, je suis coordinatrice du contrat local de santé du Grand Périgueux. Et il y a une petite question qui me taraude depuis le début de la séance. Donc je rejoins tous les constats très positifs du partenariat. On était encore hier soir avec Didier Couteau, le directeur de l'ARS d'Ordogne, et Delphine Camblan, la directrice de la CPAM, sur l'accueil des internes qui viennent d'arriver sur le territoire. Donc on a tous comme ça des politiques et ça nous ouvre des projets très partenariaux et c'est très riche et ça nous positionne, nous, collectivités, sur un champ qui est cher à tous les élus dans plein de sujets. Je ne vais pas tous les redire. Moi, ce qui me questionne, c'est la question des moyens, puisque la première table ronde, en fait, m'a un peu interpellée dans le sens où j'ai entendu que ça ne coûtait rien. J'aimerais quand même souligner que c'est beaucoup de personnes, des êtres humains qui sont donc payés à la fin du mois. Toutes ces relations en fait invisibles, qui ne se voient pas, ce travail de dentelle qui permet cette proximité, cette adaptation. Tous les contrats locaux de santé sont différents, ils ont chacun une coloration. Certains ont des quartiers en politique de la ville. Enfin, voilà, on a tous des différences et ça se base sur des diagnostics qui coûtent de l'argent, des évaluations qui coûtent de l'argent aussi, et des personnes qui travaillent tous les jours, qui reçoivent des coups de fil, qui mettent les gens en relation, qui répondent à des appels à projets, qui font de l'accompagnement méthodologique. Donc il y a aussi Promotion Santé, l'Observatoire régional de la santé en Nouvelle-Aquitaine, tous ces outils-là qui sont présents pour nous accompagner. Et vu les annonces du gouvernement, on est un petit peu inquiets, nous, sur nos territoires, de savoir si les postes seront toujours financés, s'il y aura plus. Voilà, j'aurais aimé, moi, avoir un peu de réponse là-dessus. Merci. En écho à ce que vous dites, et sans forcément vouloir éluder la question, la réponse c'est que par rapport à ce qui est attendu, mais pour le coup Didier Couteau qui est dans la salle saurait vous répondre de manière plus précise aux questions que vous avez posées hier soir. Je ne pense pas que quelqu'un ait questionné au niveau régional, pas plus côté DPSA, direction de l'offre de soins et ou direction générale, la question des moyens dans une dynamique de reconduction à la seule condition, c'est que ça ait fait la démonstration de son utilité au service du territoire. Les opérateurs que vous avez cités, que sont l'ORSNA et ou Promotion Santé, sont autant d'opérateurs qui sont financés par l'ARS. Donc, quand Madame Lozana intervient et dit il y a des actions qui peuvent se mettre en œuvre collectivement sans forcément que ça coûte, mais bien sûr que oui, et fort heureusement. Moi, j'ai travaillé en collectivité et j'ai aussi connu des temps où on n'hésitait pas une seconde à participer d'une multiplicité de financements pour des actions qui étaient forcément systématiquement les mêmes. Qu'on réfléchisse collectivement à ce que chacun apporte, c'est quand même juste, utile et nécessaire.
utile et nécessaire. Et je pense que personne n'a questionné dans cette salle, où il y a plus de 320 personnes, l'engagement, l'investissement qui est celui de celles et ceux qui, comme vous et moi, donnent beaucoup pour qu'on apporte des réponses précises à celles et ceux qui en ont besoin. Et je pense que les élus locaux n'hésitent pas une seconde à négocier les pépettes dont ils ont besoin, sachant que certains d'entre eux apportent dans la négociation des idées, des projets et ou des pépettes, parce que certains en ont. Bonjour, je me permets juste de rebondir puisqu'on était à la table ronde citée. On était vraiment dans le cadre de la compétence santé et le fait qu'il n'y ait pas forcément un budget santé dédié, même s'il y a une part de mon poste qui est cofinancé du coup en tant que coordinatrice CLS. Et l'idée c'était plutôt de se dire on va aller capter des budgets dans les autres politiques publiques pour mener des projets qui ont un impact en santé. Mais clairement qu'après il y a des coûts par ailleurs cofinancés par l'État ou par les collectivités aussi, puisque ces projets qui ont un impact en santé coûtent aussi énormément, et je rejoins sur les ressources humaines, effectivement. Pour compléter les propos et pour rebondir sur ce que disait Philippe Brett, on a aussi un travail de coordination entre politiques publiques, entre opérateurs publics et collectivités. Quand on monte un projet territorial à travers une communauté de communes, fût-elle aussi particulière que celle que dirige Philippe Brett, on peut arriver à trouver des synergies entre tous les acteurs, aller voir comme on l'a fait à travers la CAF sur les 1000 premiers jours, de trouver d'autres modalités, d'être un peu novateur. On est toujours dans la dynamique santé et on va toujours être dans le chapitre du contrat local de santé, la recherche de l'attractivité, notamment à travers le premier recours, mais on peut aussi trouver d'autres éléments et en se coordonnant aussi entre opérateurs publics, que ce soit avec Caisse primaire d'assurance maladie, les collègues de la CAF, les collègues de la MSA, mais aussi les autres collègues avec les préfectures, pour arriver aussi à donner les moyens de nos ambitions. Et je pense aussi que c'est là aussi un travail, comme le souligne le collègue de Bourgogne-Franche-Comté, des CLS de nouvelle génération. Donc voilà 3 belles réponses qui peuvent valoir conclusion, Madame Dumont. Excusez-moi. Voilà. Qui s'excuse? Là, je suis Marie-Christine Schulz, la présidente de l'association Réseau Bulle 23 pour la Creuse, mais pas que. Je participe à l'ensemble justement des CLS de la Creuse, PTSM et d'autres. Voilà, je suis usagée au conseil d'administration de la CAF, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la communication. Tout à l'heure, quand monsieur usager, au même titre que de beaucoup de gens, mais nous, c'est pour les personnes autistes et les troubles du neurodéveloppement, on communique parce qu'on a créé un groupement d'entraide à la parentalité qui permet à chaque fois qu'on a des retours sur des commissions, des conférences, des choses comme ça, de pouvoir interagir entre parents, usagers, professionnels de santé avec lesquels on est en fait, qu'on travaille tous ensemble. Je voulais dire l'avantage de notre petit territoire, la Creuse, c'est que justement on est de proximité avec l'ensemble des partenaires du territoire, l'ARS, l'éducation nationale, conseil départemental, etc. Et en tant que présidente de l'association, entre guillemets, qui fait un petit peu partie de tout ça, ça me permet de pouvoir aller sur toutes les commissions et de pouvoir en faire un retour à l'ensemble des familles et des personnes concernées par le handicap sur notre territoire. Les CLS, je dois y être depuis 4-5 ans et j'avoue que le développement au niveau de notre territoire qui est dans l'hyper-ruralité nous a permis quand même d'avoir une lisibilité sur les actions de l'ensemble du territoire. Voilà, merci. Un grand merci à vous et pour le coup vous n'aviez pas à vous excuser parce que vous avez d'une part apporté un éclairage sur des initiatives intelligentes qui peuvent être proposées à tous les autres départements et deux, témoigner sur l'engagement qui est le nôtre en Creuse. Et donc pour le coup les autres ch'tis vont être jaloux parce qu'il y a quand même un niveau d'investissement de l'ARS en Creuse que d'aucuns ne connaissent pas, en Nouvelle-Aquitaine. Je suis corrézien et je travaille en Gironde. Avec une dynamique qui nous a amené en Creuse à se dire que trop de CLS pouvait être pour le coup contre-productif
avec un plan Santé 23 qui est quand même une très belle démonstration des conditions dans lesquelles on peut être rationnel et agile. Mais je pense que le directeur général de l'ARS veut intervenir, pour me faire taire peut-être. Merci beaucoup. Et en tant qu'ex de la Creuse, je confirme tout ce qui vient d'être dit. Et je précise qu'on a aussi la directrice de la DD23 qui est parmi nous, si elle veut témoigner. Voilà. Bonjour Benoît. Comme tu veux. Soit en mobile. Comme tu préfères. Bonjour à tous. Bonjour Yvan. Alors je suis censé faire une synthèse, mais en fait j'ai pas été à tous les travaux, donc sauf à la fin, il y avait des questions bien intéressantes, donc je vais plutôt essayer de mettre en complémentarité. Peut-être je vais répéter un certain nombre de choses. Et d'abord commencer par dire oui, je suis né à Léquin, dans le Nord, donc en effet un vrai ch'ti. Alors c'est intéressant de commencer par là parce que vous savez, la réputation des ch'tis et des gens du Nord, c'est que vous êtes extrêmement bien accueillis quand vous arrivez dans le Nord. On est chaleureux avec tout le monde. Ça exprime une certaine solidarité des gens du Nord qui s'entraident. Pourquoi dans le Nord on s'entraide peut-être un peu plus qu'ailleurs? Parce qu'on a dû faire face peut-être à un peu plus d'adversité qu'ailleurs, notamment sur le climat. J'entends ici les problèmes sur les catastrophes climatiques. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu toute mon enfance dans les catastrophes climatiques, parce que dans le Nord, le climat est rude. Je me rappelle quand j'ai été faire mon internat à Clermont-Ferrand, je suis sorti de l'internat avec un parapluie parce qu'il pleuvait, et mes amis médecins m'ont dit « Mais Benoît, pourquoi tu sors ?» Je dis Il me dit « Mais pourquoi tu n'attends pas qu'il arrête de pleuvoir ?» Dans le Nord, on fait ça, on meurt. Parce qu'il peut pleuvoir. Non, mais c'est pas pour rien, il peut pleuvoir. Vous vous levez le matin, il pleut. Toute la journée, il pleut. Vous vous couchez le soir, il pleut. Moi, j'avais une chambre avec des Velux, donc vous entendez bien toute la pluie, toute la nuit. Et le lendemain, il pleut aussi. Donc, voilà. Donc c'est l'adversité qui crée la solidarité. Et en fait, c'est très en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans le système de santé, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait tous face à une adversité importante. Que ce soit l'accès au premier recours, la situation de l'hôpital, la situation de nos structures médico-sociales, l'inclusivité de notre société, ou encore le manque de prévention qui fait qu'on a encore trop de maladies évitables, trop de patients avec des maladies évitables qui arrivent dans un système de santé qui est lui-même fragile, et on fait la boucle. Donc, aujourd'hui, on est dans une grande adversité sur le système de santé, il ne faut pas le cacher, à tel point, et je reboucle sur la question qui a été dite, mais qu'est-ce qui fait que les contrats locaux de santé aujourd'hui vont peut-être un peu mieux marcher que demain? C'est aussi, on se l'est dit d'ailleurs hier à Agen, mais tous les élus me le disent, c'est devenu un sujet prioritaire de préoccupation des Français et de la population. Quand j'ai commencé en ARS en 2010, ça n'était pas le cas. Il y avait évidemment des territoires bien identifiés. Aujourd'hui, tous les territoires. Un des maires les plus impliqués sur la santé, c'est à Arcachon. C'est quand même pas le territoire le plus désert médical, mais lui aussi, sa population vient lui faire part, alors qu'il me disait qu'au début, quand il a commencé, ça fait 20 ans qu'il est maire, donc quand il a commencé, c'était pas le sujet dont on lui parlait sur les marchés. Aujourd'hui, tous les élus viennent nous dire, le sujet presque numéro 1, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont numéro 1, comme le pouvoir d'achat, mais c'est moins vers le maire qu'on se tourne pour ces sujets. Donc en gros, c'est sécurité et santé, ce sont les sujets sur lesquels nos concitoyens sont les plus inquiets. Et donc, ils vont en discuter avec leurs élus, et donc les contrats locaux de santé, qui sont l'interface sur les politiques de santé avec les élus, deviennent essentiels parce que politiquement, au bon sens du terme politique, c'est-à-dire l'expression de la démocratie et le fait qu'une société, une république, elle est faite pour répondre aux besoins exprimés par la population, ça devient une priorité. D'où la démocratie en santé, j'ai vu que ça avait aussi été donné. Aujourd'hui, la démocratie en santé, elle avait été construite avec des instances de démocratie en santé qui avaient pour objectif de réunir tous les acteurs dont on pensait qu'il était important d'écouter et de concerter avec eux. Et en fait, il y a deux types d'acteurs dans la démocratie en santé, si j'exclus l'ARS. Il y a les opérateurs de santé, ceux qui font les soins, ceux qui font la prévention, ceux qui font le médico-social. Et il y a les représentants des usagers et des citoyens, les associations d'usagers, les associations de patients et les élus.
Il s'avère que c'est peut-être une faute qu'on a, mais il faut l'admettre, les représentants des usagers et des citoyens n'ont pas vraiment réussi à prendre dans ces instances de démocratie en santé. Ça marche très bien dans le dialogue avec les opérateurs, mais très vite, comme on dialogue entre ARS et opérateurs, la technicité des débats, PTSM, CLS, PRSE, GHT, tout le monde s'y perd, fait que les usagers et les représentants des citoyens ne s'y retrouvent pas. Ce qui fait que, pour moi, le vrai outil de démocratie en santé au sens de dialogue avec les citoyens et leurs représentants, c'est le contrat local de santé. C'est là qu'on discute avec les élus qui représentent les usagers parce qu'ils représentent l'ensemble des citoyens. Et nos instances de démocratie en santé ne suffisent pas. Et c'est bien le contrat local de santé qui est essentiel. Et aujourd'hui, face à l'adversité du système de santé, le seul moyen de s'en sortir, c'est la solidarité de tous les pouvoirs publics, de l'État avec les collectivités. Et donc ça répond aussi à la question de mais c'est quoi l'avenir des contrats locaux de santé? Mais en fait, on n'a pas le choix. Ce ne sera pas un choix d'un DG d'ARS de dire je m'y investis ou je m'y investis pas. Nous n'avons pas le choix. Le seul choix face à cette adversité, c'est d'essayer de faire travailler tout le monde ensemble, tous les pouvoirs publics et les associations et les acteurs. Et pour pouvoir faire ça, on n'a pas 1 milliard d'outils, on en a un, le contrat local de santé. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres. Opérationnels. Alors après, il peut y avoir des grandes réunions, des choses, mais de manière opérationnelle, le seul outil, la seule organisation qui nous permet de manière très opérationnelle de pouvoir travailler avec les élus et les acteurs de terrain à une échelle qui permet d'être opérationnelle, c'est le contrat local de santé. Et face à l'ampleur des problèmes auxquels on est soumis, c'est le seul moyen d'y répondre. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas de Bordeaux, de mon bureau, que je vais régler les problèmes de la Creuse. Ça ne marche pas comme ça. Ça a de fait rarement marché comme ça, ce qui explique pourquoi on en est arrivé aujourd'hui, à mon sens, à ce point-là. Mais voilà, donc en fait, il n'y a pas de risque sur les contrats locaux de santé, et malgré le fait que c'est vrai que l'État réduit un peu la voilure sur un certain nombre de politiques, sur les contrats locaux de santé, on va augmenter la voilure, mais surtout, et Olivier Serre l'a dit, le message de notre Premier ministre, mais quand on en parle avec les élus, ils sont tout à fait d'accord, le problème n'est pas de mettre des financements, c'est de s'assurer qu'ils servent à quelque chose. Et que la population ressente l'effet des politiques que l'on mène. Et c'est vrai que parfois, on mène des politiques qui n'ont pas assez d'impact à l'échelle de la population. Alors, je ne dis pas que des fois, il faut mener des politiques très précises vers des publics très précaires et l'ensemble de la population ne va pas se rendre compte, parce qu'il faut aussi lutter contre les inégalités sociales de santé, et donc il ne faut pas faire que des actions qui sont ressenties par tous. Mais il faut quand même savoir démontrer que même quand on va cibler des populations plus précaires, ou quand on va cibler des populations en particulier, comme les personnes en situation de handicap ou autres, il faut quand même qu'on montre que sur le territoire concerné, eh bien, notre action a eu un impact, et il y a une plus-value, et on a des indicateurs qu'on peut montrer. Sinon, après, il y a une légitime critique de la population sur ses pouvoirs publics, et quand elle n'est pas contente de ses pouvoirs publics, il se passe en partie la crise qu'on connaît aujourd'hui politique. Puisque plus personne ne croit en rien, puisqu'il y a les problèmes, ils durent depuis 20 ans, et on dit qu'on fait des choses, mais ça ne se règle pas obligatoirement autant qu'ils le souhaiteraient. Donc, moi, je voulais vraiment insister aujourd'hui pour vous dire, c'est pas l'avis de Benoît Elbode. J'essaye de vous montrer que les contrats locaux de santé, c'est un outil essentiel, primordial du système de santé, quel que soit le DG d'ARS, quelle que soit la région. Yvan en a parlé, c'est une politique que l'on mène au niveau national. C'est pas pour rien, vous savez, depuis que les ARS sont créés, on a des comités techniques nationaux sur certains thèmes. On a un comité technique sur l'offre de soins, un comité technique sur la prévention. Et bien depuis 2 ans, sous l'impulsion d'Yvon, et ça fait que depuis 2 ans, c'est ça, je pense, on a un comité technique sur l'animation territoriale. Ça n'existait pas.
Et on voit bien que, mais on s'est dit, traiter la question de l'animation territoriale, de cette solidarité territoriale au service des politiques de santé, on le traitait dans chaque comité technique, mais ça ne mettait pas en valeur la réalité de la façon dont ça doit se faire, parce qu'en plus, il faut être transversal entre la prévention, l'offre de soins, la santé-environnement, le médico-social. On ne peut pas, quand on est sur un contrat local de santé, tout ça s'imbrique. Et ça fait sens parce que ça s'imbrique. Donc il y a vraiment des choses, je veux dire, le contrat local de santé naît vraiment aujourd'hui, renaît aujourd'hui par la nécessité absolue de l'utiliser. Avec évidemment un besoin d'efficacité. Alors pourquoi aussi le contrat local de santé il est important? On en parlait aussi hier à Agen et je n'avais pas les chiffres en tête, mais maintenant que je les ai en tête, je vais pouvoir vous les donner. 60% de notre santé ne dépend pas des politiques de santé. Les politiques de santé, c'est nos médecins n'agissent que pour 30 à 40% de notre santé. 60% de notre santé dépend d'autres choses, de nos habitudes de vie, de notre environnement, etc. Donc en fait, aujourd'hui, quand vous voulez améliorer la santé de la population, il faut en même temps avoir des politiques de santé et en même temps que toutes les autres politiques publiques pensent à préserver la santé. Et là, vous voyez en quoi les contrats locaux de santé donnent tout leur sens, puisque les autres politiques publiques au niveau local, elles sont portées par les élus, par leurs partenaires, avec les associations. Et on ne peut plus continuer en France à considérer qu'on laisse tout se dégrader en amont et que nous, on construit un système qui prendra la chaîne des malades. Vous savez, c'est la fameuse image d'un berger qui a un troupeau de moutons en haut d'une falaise, avec les moutons qui tombent à chaque fois de la falaise, et au lieu de mettre une barrière en haut de la falaise, il envoie des vétérinaires pour aller s'occuper des moutons qui tombent tous les jours. C'est pas possible, on voit bien que ce qui est censé, c'est de mettre une barrière. C'est pas de récupérer les moutons qui tombent en bas. Donc aujourd'hui, la prévention par des politiques de santé, de prévention, mais aussi par des politiques publiques qui ne sont pas des politiques de santé et qui prennent en charge la santé, c'est aujourd'hui essentiel. Et c'est en ça où le contrat local de santé donne un sens. Et pour finir sur la question des moyens, donc évidemment les moyens vont être maintenus et vont même être augmentés. Et je pense que c'est ce qui vous a été un peu présenté aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que sur les moyens supplémentaires, c'est les moutons qui passent pas, c'est ça? Pardon. Non, mais oui, parce que les gens ne sont pas des moutons. Mais parce que j'avais vu cette image quelque part et j'essaie d'expliquer. Donc vous oubliez les moutons, voilà. Jusque-là, ça allait bien, mais c'est le dérapage voilà, qui sera donc retenu sur Twitter. Et voilà. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Bon, après, je suis ch'ti, hein, donc on se laisse aller dans la parole. Hein. Donc, aujourd'hui, sur les moyens, donc, il y a non seulement de pérenniser les moyens de coordination, alors, avec un message quand même, hein, la semaine dernière, avec l'ensemble des directeurs généraux d'ARS, on a été au congrès des maires. L'accueil a été... Alors, oui, mitigé. Et avec une espèce de contradiction. C'est-à-dire que quand on sait que 80% des maires ont leur commune, d'une manière ou d'une autre, impliquée dans un contrat local de santé, et que l'on voit, quand on parle aux maires, combien sont réellement au courant et qu'on travaille avec eux sur les sujets de la santé, le contraste est très grand. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que quand on fait un contrat local de santé, tous les maires de la communauté de communes ou des autres périmètres qui participent aux contrats locaux de santé ne sont pas toujours au courant, se sentent pas toujours associés. Alors peut-être c'est aussi la capacité pour eux d'avoir du temps de s'y imprégner. Et donc, demain, un des rôles des coordonnateurs des contrats locaux de santé, ça doit être aussi de s'assurer que le contrat local de santé est bien l'outil de démocratie en santé dont je parle et que l'ensemble des maires du périmètre sont au courant du contrat, s'impliquent dans... Et puis s'ils ont des revendications et des choses, que ça puisse remonter. Et je pense qu'aujourd'hui, mais on ne faut pas généraliser, mais je pense que les coordonnateurs et les équipes ont beaucoup agi pour mettre en œuvre
Et puis il y avait une multitude, on s'est dit peut-être qu'ils étaient un peu trop grands nos contrats locaux de santé, mais pour mettre en œuvre l'ensemble des sujets, et je pense qu'il faut aussi porter attention à ce que tous les maires et tous les élus et tous les territoires du contrat local de santé se sentent impliqués dans ce contrat local de santé. Pour 2 raisons, pas juste pour que les directeurs généraux soient mieux reçus quand ils vont au salon des maires, ça on s'en fiche, c'est notre boulot voilà. Mais parce qu'on a besoin aussi d'eux pour qu'ils s'impliquent dans leur territoire pour améliorer la santé. C'est-à-dire s'ils ne sont pas au courant, c'est que dans leur commune, dans leur mairie, ils ne doivent pas faire des actions en lien avec le contrat local de santé. Ce n'est pas une question que ce soit bien vu, c'est une question d'efficacité du contrat local de santé. Parce que chaque commune, par son niveau de compétence, s'y implique. Voilà, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'il y a 300 personnes dans la salle sur 3000 communes. Deuxième sujet, donc c'est vrai que peut-être qu'il faut qu'il soit un peu moins gros, peut-être qu'il faut qu'on y apporte des moyens. C'est ce qu'on essaye de faire en priorisant. On sait très bien que, vous en avez sûrement parlé, je pense, dans un atelier ce matin, la priorité numéro 1 de nos concitoyens, c'est j'arrive pas à avoir un médecin traitant. Voilà, c'est ça la priorité. Enfin, même, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à trouver un médecin traitant. Et quand ils ont un médecin traitant, c'est pas toujours facile d'y avoir accès. Donc on voit bien que là, on est sur une priorité majeure. C'est pour ça qu'on a développé au niveau régional, mais après dans chaque département, puis ça se décline dans chaque CLS, le programme Terre d'accueil jeunes médecins, qui a pour objectif, chacun dans sa compétence. C'est à nous, il faut qu'on construise et qu'on aide à faire fonctionner des maisons de santé pluriprofessionnelles qui permettent de répondre aux besoins. Et en même temps, il faut que les collectivités nous aident parce qu'il faut faire aimer le territoire aux médecins qui viennent en stage dans ces territoires, s'occuper de la crèche pour les enfants. Et quand on disait ça ne coûte pas obligatoirement, on parlait de ça. Quand vous avez dans les territoires des offices du tourisme, ils sont là vos offices du tourisme, un moment faire le lien entre les offices du tourisme et les internes qui viennent en stage et qui ne connaissent pas le territoire pour leur dire regarde ce qu'on peut faire dans notre territoire et puis on va t'accompagner, on va t'aider, etc. Ça ne prend pas obligatoirement beaucoup d'argent en plus, c'est juste une synergie des politiques qui font leur efficacité. Quand on doit construire une politique d'urbanisme dans la commune, de toute façon il faut le faire. Bon si on prend en compte que peut-être pour que les personnes âgées puissent sortir et marcher, il faut mettre des bancs régulièrement pour qu'elles puissent s'asseoir, parce que quand on ne peut pas s'asseoir sur des longues distances, on sait que les personnes âgées ne sortent pas et ne font pas d'activité physique. Bon ça, il suffit de le dire au début et ça ne coûte pas obligatoirement plus cher sur une politique globale d'urbanisme. Parce que vous avez vu, d'habitude, les politiques d'urbanisme, c'est il n'y a pas de banc pendant 200 mètres et puis après, il y a un coin où il y a 5 bancs ensemble. Donc, mettre les 5 bancs sur la distance pour pouvoir... Enfin, vous voyez, c'est des choses qui se réfléchissent. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'urbanisme à la santé, mais je vous retranscris certains éléments qu'on m'a donnés sur ce point, mais ça ne coûte pas obligatoirement plus cher, c'est juste qu'on s'en soucie. Donc c'est vrai que sur ces questions-là, par exemple, l'ARS a décidé, dans son projet régional de santé-environnement, avec l'ensemble de ses partenaires, de financer, et on le fera aussi dans le cadre des contrats locaux de santé, chaque commune qui reconstruit une école ou qui fait des travaux d'ampleur dans une école, on financera une évaluation d'impact en santé. Pour s'assurer qu'une école reconstruite ou qu'il y ait des gros travaux, à la fin, soit une école qui permette aux enfants d'être dans un environnement favorable à la santé. Donc c'est toutes des actions comme ça. Je vous parlerai aussi des moustiques. Ça, tout le monde est concerné par les moustiques. Personne n'en peut plus. Le timing est passé. Donc voilà. Donc en tout cas, pour vous dire que sur tous ces sujets-là, bien sûr qu'on va mettre des moyens en plus. À partir du moment où on va savoir mesurer et montrer les résultats. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est des politiques publiques efficaces et pour lesquelles on est tous solidaires entre tous les pouvoirs publics et bien sûr en lien avec tous les opérateurs et les acteurs de terrain qui nous aident. Donc les contrats locaux de santé ont un avenir radieux devant eux, puisque plus que faire partie de la solution, ils sont un élément essentiel de cette solution problématique de notre système de santé. Et c'est pour ça que je vous remercie tous ici qui êtes engagés dans ces contrats locaux de santé, parce que vous participez donc de manière active à la résolution du problème. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Moi, tu as bien précisé que le CLS est l'outil de démocratie en santé.
Juste je pense qu'il faudra, on a un axe à travailler collectivement, ça sera aussi le rapprochement avec les CTS, les conseils territoriaux de santé, pour qu'il y ait plus d'interaction et de relais qui soient faits à ce niveau-là, à mon avis. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Vous voyez à l'écran, là, c'est le plan des espaces ressources dont nous vous avons parlé ce matin, qui vont se tenir juste après le buffet. Là, on va aller déjeuner dans 2 minutes. Vous trouverez donc cette salle avec des partenaires. Donc, il y a à chaque fois des référents de l'ARS et des partenaires très impliqués sur les sujets pour vous montrer les outils qui existent ou qui sont en cours de construction, que ce soit des outils pratiques comme des outils de suivi, de pilotage, etc., des ressources documentaires. Donc il y a santé mentale, un espace premier recours avec tout ce qui est appui au premier recours, santé environnement, tout ce qui est moustiques, tigres, etc., que le DG commençait à citer, on vous en parlera là. Un espace prévention, promotion de la santé. Un espace accompagner les personnes vulnérables dans leur milieu de vie, le virage domiciliaire. Et un espace outils de stade, de com. On aura l'ORS, on a promotion santé, la communication. Voilà, donc sur ce, je vous laisse aller déjeuner. Si certains d'entre vous doivent partir avant la fin, merci de nous redonner le badge. On doit faire des économies à l'ARS, de nous poser le badge sur une banque d'accueil avant de partir. Merci beaucoup, bon appétit et on se retrouve aux espaces ressources tout à l'heure.